Dans un peu plus de 2 mois auront lieu les élections européennes. Les Européens vont renouveler leurs 705 eurodéputés. À cette occasion, nous avons décidé de faire un point avec notre invitée Isabelle Durand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été vice-présidente du Parlement européen, vice-première ministre belge, coprésidente de votre parti qui se nomme Écolo. Vous faites votre retour sur la scène politique, on va dire, à l'occasion des élections européennes. Vous aviez quitté la politique en 2017. Vous vous présentez comme dernière suppléante sur la liste du parti Écolo. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous relancer dans cette nouvelle campagne électorale européenne? Est-ce que c'est notamment votre attachement à l'Europe? Incontestablement. Et de surcroît, le fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est quand même dans une situation pas simple dans le monde d'aujourd'hui, dans une situation où je trouve qu'elle hésite sur une série de dossiers. L'Union européenne en tant que telle a été très courageuse ces 5 dernières années, par exemple sur le COVID, au moment du Covid, pour les achats groupés, pour dépasser un certain nombre de politiques nationales et aller plus loin dans la coopération européenne. Et puis là maintenant, j'ai le sentiment que vraiment on vacille un peu, on hésite. La montée ou la poussée des nationalistes n'aide pas les Européens à rester groupés. On a pas mal de dissensions internes, on a eu du mal à se mettre d'accord sur le cessez-le-feu à Gaza, enfin sur une série de questions. Donc je pense que c'est le moment aussi que des gens comme moi, mais comme d'autres aussi, des convaincus de l'importance du rôle de l'Union européenne, malgré ses défauts, malgré ses impuissances, remontent au créneau. Et donc voilà, je vais soutenir aussi la jeune génération des écologistes belges qui se présentent aux élections européennes. Vous pensez que l'Europe n'est plus suffisamment forte en ce moment? Je pense qu'elle est en tout cas dans une période de fragilisation, parce que le monde a changé, parce que la guerre est à nos portes, parce que une autre guerre se passe ailleurs, mais dans un contexte qui nous concerne de très très près. Tout ça déstabilise un peu les décisions. On a aussi au sein de l'Union européenne des pays plus, je dirais, moins engagés que d'autres. Bien sûr que la guerre en Ukraine a changé un certain nombre de rapports de force, y compris ce qu'on appelle le couple franco-allemand, qui est toujours, ça m'a toujours un peu énervé cette histoire, parce que c'est vrai, c'est une réalité historique et en même temps, on est quand même 27 et donc il y a aussi d'autres pays. Voilà, le fait que l'Ukraine pourrait adhérer un jour, ça pose aussi pas mal de questions. Donc je crois que l'Union européenne est un peu un moment critique. L'extrême droite et les droites nationalistes, souverainistes poussent justement pour en faire moins, mettent en avant des thèmes comme l'immigration, qui est un thème évidemment important. Moi, je ne suis pas très fière des politiques européennes par rapport à la migration. Exporter tout à des pays quand même pas particulièrement démocratiques, que ce soit en Tunisie, en Turquie ou ailleurs, c'est pas sérieux comme politique d'accueil et respect de l'état de droit et des règles qui nous s'imposent à nous. Le partage de la charge de l'immigration devrait être un choix. Donc oui, il y a pas mal de dossiers sur lesquels l'Union européenne doit revoir un peu sa politique et moi j'ai envie de contribuer à ça. Vous évoquez justement la place de l'extrême droite qui pourrait dans l'hémicycle être renforcée suite à ces élections européennes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette montée en puissance de l'extrême droite en Europe ? Je pense que la mondialisation, globalement, n'a pas servi tout le monde de la même manière et la mondialisation que certains jugeaient comme la solution à tous nos problèmes, on l'a vu avec la crise du Covid, on le voit aujourd'hui avec les conflits qui sont à nos portes. On n'y croit plus. Alors, à la fois, on doit, pour des raisons climatiques, évidemment, travailler autrement économiquement, revoir notre commerce international, notre politique agricole, on va sûrement en parler. Mais en même temps, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de gens qui ont peur de perdre. On voit bien que les classes moyennes, les inégalités sociales sont extrêmement criantes dans l'Union européenne, y compris au sein de chacun des pays de l'Union européenne. Tout ça, évidemment, l'identité, les questions identitaires, l'islam politique, tout ça fait frémir un certain nombre de gens et l'extrême droite vers l'extrême droite. Voilà, capitalise sur tous ces sujets et ces inquiétudes. Ceci dit, je trouve qu'elle parvient aussi, et c'est ça qui m'inquiète encore plus, c'est qu'elle parvient aussi à faire adhérer à des idées. C'est pas seulement des gens fragilisés ou précarisés, c'est aussi des gens qui commencent à adhérer à cette vision du monde autoritaire, qui met en doute aussi un certain nombre de droits humains qui nous semblaient acquis. Donc c'est très dangereux et je crois qu'il faut que nous fassions tous démocrates réunis, même si on peut diverger sur pas mal de choses, on doit là-dessus être, je dirais, très unis. Vous évoquiez les agriculteurs. Ils ont exprimé leur colère à Bruxelles. Ils continuent de l'exprimer. Ils sont nombreux en France, en Italie, en Espagne, dans d'autres pays encore européens à s'être mobilisés. La PAC, la politique agricole commune, il faut le rappeler, c'est le plus gros budget de l'Union européenne. Je vais vous proposer de regarder ce reportage d'Alix Le Bourdon, notre correspondante à Bruxelles, et je vais vous faire réagir juste après. Pour la troisième fois en quelques semaines,
Pétards et fumées viennent assombrir le ciel du quartier des institutions à Bruxelles. Les concessions des 27 n'ont pas suffi à ces agriculteurs, particulièrement aux plus jeunes d'entre eux. Il faut savoir qu'un jeune a un paquet d'investissements, donc c'est lui qui a besoin le plus d'un revenu juste. Et pour l'instant, il ne l'a pas. Une colère qui pourrait pousser ces jeunes à s'éloigner du vote traditionnel de l'électorat agricole. C'est clair que c'était plutôt de centre droit, voire à droite. Et donc ici, à mon avis, toutes les cartes sont rabattues et on ne sait pas vers qui vont se tourner les agriculteurs, mais il y a clairement une défiance des partis qui ont été au pouvoir pendant un certain nombre d'années et qui ont eu l'agriculture dans leurs prérogatives. D'autant que depuis quelques mois au Parlement européen, les partis d'extrême droite ratissent sur les terres de la droite et du centre droit en se faisant les porte-voix du monde agricole. Je veux vous parler aujourd'hui de la détresse de ceux qui nous nourrissent. Mais pour cet agriculteur belge, pas question de glisser dans l'urne le bulletin d'un parti d'extrême droite. Il y a 18 mois, il a repris 25% de l'exploitation familiale non sans difficulté. Malgré tout, les solutions prônées par certaines formations ne lui semblent pas être les bonnes. Le discours qu'on entend très souvent en manifestation, c'est on demande une augmentation radicale du prix. Ce sont pour moi des propos qui sont un peu vides. Forcer des changements sur un marché, c'est risquer de tout déséquilibrer. L'interventionnisme d'État marque un tournant idéologique pour certaines formations d'extrême droite. Très clairement, dans les années 80, on avait des formations d'extrême droite, typiquement le Front National en France, qui étaient plutôt dans une tendance néolibérale, mais qui aujourd'hui ont fait évoluer leur discours sur un ensemble d'éléments, parce que c'est une possibilité finalement de capitaliser sur un malaise sociétal et peut-être d'élargir encore leur assiette électorale. L'autre cible, les mesures environnementales du pacte vert européen, qui restent au cœur du débat, malgré les concessions des 27. Alors on vient de le voir et de l'entendre, certains agriculteurs le disent, ils comptent se tourner vers l'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite, c'est bien expliqué dans votre reportage, elle capitalise sur leurs insatisfactions, leur colère et les problèmes qu'ils posent. Et les problèmes qu'ils posent sont avant tout des problèmes de revenus. D'une part, ces gens ne gagnent pas leur vie en travaillant énormément. Et deuxièmement, sont des problèmes liés à l'import-export et en particulier à l'importation de produits dans des accords de libre-échange, comme par exemple le Mercosur, qui ne doivent pas respecter les mêmes règles que celles qu'on leur impose à eux. Et donc aujourd'hui, je pense qu'évidemment l'extrême droite capitalise sur leur colère, mais la réponse n'est pas là. La réponse, elle est avant tout à un changement de modèle qui leur permettrait, de gagner leur vie. Il faut changer, selon vous, le modèle agricole européen aujourd'hui est arrivé dans l'impasse. On a poussé les agriculteurs à une politique à l'hectare, c'est-à-dire sur les grandes surfaces, avec une agriculture très intensive. Je ne crois pas qu'il faut revenir à de l'autosurvivance, mais à une politique agricole qui soit un peu plus respectueuse à la fois du revenu des paysans, mais aussi de la capacité qu'ils ont à gérer de manière plus écologique dans la transition, parce qu'ils en sont très bien conscients. Ils voient très bien qu'ils payent aussi le prix du changement climatique dans leurs exploitations. Et donc, les règles environnementales on dit que le Green Deal est leur premier... C'est d'abord les règles du Green Deal, elles ne sont même pas encore appliquées. Donc, ce sont des mesures antérieures. Et c'est là que je conteste que l'Union européenne vacille, hésite, revient en arrière. On a supprimé la loi sur l'interdiction, la directive sur l'interdiction des pesticides. Oui, parce que c'est ce que disent souvent les agriculteurs. Ils disent on n'arrive plus à suivre, en fait. Voilà, parce qu'on a donné. D'une loi à une autre, on nous dit il faut faire ci, puis après on rétropédale. Donc, c'est pas cohérent. Et donc, je pense que, s'il fallait peut-être faire certaines adaptations, c'est possible, mais on ne change pas le cap. On ne change pas le cap vers une politique un peu plus qui intègre les aspects environnementaux, qui sont d'ailleurs une manière aussi de donner du revenu aux agriculteurs. Et on voit bien que ceux qui se sont plus ou moins transformés, pas nécessairement en étant tous des bio, mais en travaillant un peu plus vers de l'agroécologie, vers des circuits un peu plus courts, sont ceux qui finalement, en termes de revenus, s'en sortent un peu mieux. Pas parfait, loin de là. Et donc, je crois que le modèle doit vraiment évoluer. Le problème, c'est que les grandes associations ou organisations agricoles ne sont pas du tout favorables à ce changement de modèle. Et je crois qu'il faut se servir, entre guillemets, de cette crise et de l'élection européenne pour montrer qu'il y a moyen de faire autrement, pour une politique agricole qui soit un peu plus respectueuse de ses paysans, de leurs revenus et aussi, évidemment, de nos paysages, de la biodiversité, de tout ce qui fait qui est notre capital, en fait. Et ce capital agricole ou ce capital naturel,
naturel, il ne faut quand même pas non plus le réduire à simplement des mesures phytosanitaires. Un mot également sur l'Ukraine qui préoccupe les agriculteurs. Hier, les 27 ont examiné un projet pour plafonner certains produits agricoles ukrainiens qui sont exemptés de droits de douane. La France, la Pologne, certaines organisations agricoles souhaitaient étendre ces restrictions au blé. Le plafonnement a été durci, mais il ne concerne pas le blé. On peut comprendre encore une fois cette inquiétude de la France, de la Pologne, des agriculteurs. Mais évidemment, parce que c'est un peu pareil, si je peux dire, que les importations de bœuf depuis l'Argentine ou les pays d'Amérique latine. C'est évident qu'en plus, on a diminué les droits de douane, on a donné des facilités aux Ukrainiens au début de la guerre en se disant qu'elle n'allait pas durer longtemps. Puis on est maintenant 2 ans plus tard. Et toutes ces importations ne respectent pas, je dirais, les règles auxquelles eux en pâtissent, ils ont déjà beaucoup de problèmes. Et donc, pour eux, c'est très... Donc je comprends parfaitement qu'il faille trouver un point d'équilibre entre soutenir l'économie ukrainienne, parce qu'elle est comme ça, c'est le grenier du monde, le grenier à blé, mais c'est aussi les poulets. Oui. Et donc, on doit pouvoir aussi être attentif à ce que nos agriculteurs ici ne payent pas, si je peux dire, le prix de la guerre, ce qui serait leur faire payer quand même très très cher alors qu'ils sont déjà en grande difficulté. Ce sera un point d'équilibre à trouver qui ne va pas être facile, d'autant plus que l'Union européenne maintenant va commencer aussi des conversations et des discussions avec l'Ukraine pour sa potentielle future adhésion. Donc, il va falloir aussi travailler. Et c'est pour ça que le modèle doit se modifier. Parce qu'on ne pourra plus, avec le jour où on fait adhérer l'Ukraine, ce qui est probable, même si c'est dans un certain temps, va nous amener à devoir revoir profondément la politique agricole commune. C'est une évidence. Comment est perçue l'Union européenne sur la scène internationale? Est-ce que, selon vous, elle parvient suffisamment à faire entendre sa voix? Elle est mal perçue. Si je prends le Sud, j'ai beaucoup travaillé avec les pays en développement parce que j'ai fait quelques années là, à l'ONU. Et donc, c'est vrai que du point de vue africain, et on voit bien les élections au Sénégal montrent aussi, puis sans compter les autres pays qui concernent d'assez près la France, la relation du continent africain à l'Union européenne n'est plus du tout la même. Et donc, ils ne sont pas du tout en train de considérer que c'est leur partenaire principal. D'autres acteurs sont montés en puissance, la Chine, la Russie, la Turquie, avec des conditionnalités différentes, de la coopération sud-sud, comme on dit. Et donc, je pense que l'Union européenne, il est grand temps qu'elle sorte un peu de la position de surplomb qu'elle a toujours prise vis-à-vis du reste du monde, à la fois pour des raisons de valeur, que je partage évidemment, mais on ne peut pas considérer qu'on est nécessairement ceux qui ont toujours raison, tout seuls contre tous les autres. Entrer au moins en dialogue, tout en maintenant ces valeurs qui sont, pas dire pour moi, universelles et pas européennes. Et par ailleurs, écouter, entendre ce qui vibre et ce qui vit dans nos pays voisins. Donc vis-à-vis, en tout cas, du continent africain, il y a un réel problème à restaurer un dialogue et un partenariat un peu moins, je dirais, arrogant. Et par ailleurs, pour le reste du monde, pour ce qui est par exemple des États-Unis, évidemment, qu'on s'est mis sous le chapeau atlantique, mais aujourd'hui, et si jamais l'élection de M. Trump se valide, on est dans une situation où on va devoir aussi revoir notre relation aux États-Unis, revoir notre politique de défense, parce qu'on devra soutenir peut-être tout seul l'Ukraine, tout seul ou sans le soutien des Américains. Et donc, ça nous oblige à regarder ça. Et par ailleurs, par rapport à la Chine, la Chine est évidemment à la fois un rival, un concurrent et un partenaire. C'est pas facile de jouer avec les trois, d'autant plus que sur les droits humains, on est quand même en désaccord sur un certain nombre de choses. Donc, on est dans une situation où il faut tout redéfinir. Et à 27, en plus, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est un travail, à mon sens, cette place de l'Union européenne dans le monde, elle est centrale, parce qu'on n'est plus dans le même monde. Merci beaucoup Isabelle Durand d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Parlons-en.